Bonjour, bon matin. Bienvenue tout le monde et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous à distance de chez eux. Ce matin, on a un très, très beau panel pour vous au sujet de la technologie numérique et la résilience de l'eau, la clé de l'avenir des villes, point d'interrogation. Donc, voici la question qu'on va adresser ce matin. Très, très beau panel. Je vais laisser notre modérateur introduire ses propres participants. Mais pour vous donner un peu de contexte sur votre modérateur aujourd'hui, cette personne est associée principale chez Cycle Capital et responsable de Bleu Impact, un fonds d'investissement à impact dans le domaine de l'eau. Cette personne est aussi un exécutif avec 30 ans d'expérience en stratégie, innovation, finance et opération. Et ça vaut la peine de mentionner aussi que cette personne a passé plus de 20 ans de sa carrière chez GE, dans plusieurs capacités. Donc, sans tarder, je laisse la parole à notre modérateur aujourd'hui, Monsieur Simon Olivier. Merci beaucoup, Olivia, pour l'introduction. Donc, j'aimerais, d'entrée de jeu, appeler nos panélistes. Donc, Benoît Barbeau, Nicolas Saint-Gelais, Simon Beauchamp, Chantal Morissette et Jean-François Barzoum. Et je vais leur demander de prendre un petit 30 secondes pour se présenter. On est vraiment privilégié d'avoir une grande expertise sur notre panel. Donc, c'est une grande chance de les avoir. Donc, je vais commencer à ma droite, Jean-François, de te présenter rapidement et ensuite on défile vers la droite. Jean-François Barzoum chez IBM, responsable des collaborations de recherche avec le monde académique et le domaine public, vice-président du Réseau canadien de l'eau et président du conseil du projet Réalité climatique d'Al Gore. Bonjour, Chantal Morissette. Depuis les 10 dernières années, j'ai le plaisir d'être la directrice du service de l'eau de la Ville de Montréal. Donc, on parle de 33 milliards d'actifs, plus de 950 employés. On a la responsabilité de fournir l'eau potable à l'ensemble de l'agglomération de Montréal, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées. Puis on le fait dans une optique là, de protéger la santé, la sécurité publique et pour protéger l'environnement. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, Simon Beauchamp, je suis PDG du Groupe Helios. Groupe Helios est un exploitant d'infrastructures, notamment dans le domaine de l'eau. On a développé une plateforme qui s'appelle Helios 360 pour une plateforme numérique pour, bien sûr, venir appuyer notre exploitation dans le domaine de l'eau. On gère au Québec environ 350 municipalités, donc on entrevoit l'avenir du numérique avec l'eau, bien entendu, étape par étape. Nicolas Fortin-Saint-Gelais, cofondateur de Can Forecast, une start-up qui vient du programme Aquahacking. Alors nous, on fait des outils d'aide à la décision, deux outils principaux, un pour la prédiction de la qualité de l'eau infobaignade, un pour l'identification des conduits d'aqueduc qui sont à risque, Infobri. Donc on a commencé dans le cadre du programme Aquahacking, comme je disais. Maintenant, on est fiers de dire on est bien implanté dans les municipalités au Québec, Ontario, puis maintenant en France depuis peu avec nos outils pour la gestion de l'eau. Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Barbeau, je suis professeur à Polytechnique Montréal, je suis co-titulaire de la chaire industrielle en eau potable, je suis spécialisé en traitement des eaux, je travaille sur le développement de modèles d'intelligence artificielle appliqués au contrôle des procédés de traitement des eaux. Merci beaucoup à tous. Avant de débuter, peut-être une petite mise en contexte, parce que vous êtes ici avec nous aujourd'hui, puis probablement vous posez la question, l'eau, résilience des villes, technologie numérique, ça veut dire quoi tout ça? On est très, très chanceux au Québec, c'est un privilège en réalité, d'avoir accès à énormément d'eau douce. On a 3 % des réserves mondiales ici au Québec, c'est pas rien. On a des millions de lacs et de rivières. On a des étendues d'eau ici au Québec qui sont plus grands en superficie que certains pays dans le monde. Donc là, on se dit, wow, hey, c'est toute une chance ça d'avoir cette eau-là. C'est quoi le problème? Les enjeux. Bien, quand vous allez aller luncher ce midi, l'eau que vous allez boire va probablement contenir des contaminants, des choses qui ne sont pas très bonnes. Donc, on parle beaucoup des microplastiques. On est chanceux à Montréal, on a une très, très bonne qualité d'eau, je tiens à le dire. Mais si on regarde en Amérique du Nord, un citoyen moyen va boire l'équivalent d'une carte de crédit en microplastique par semaine. C'est un grand enjeu. Maintenant, je reviens aux villes. Résilience, ça veut dire quoi? Bien, c'est une question de changement climatique. On sait, en ce moment, le CO2 est la cause des changements climatiques. La conséquence, par contre, c'est le H2O, l'eau. Quand on regarde que 90 % des catastrophes naturelles reliées au changement climatique
sont des phénomènes reliés à l'eau. Inondations, sécheresse, feux de forêt, la liste est longue. Et ça nous impacte comme citoyens, ça impacte nos villes, ça impacte notre écosystème et éventuellement nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous partager certaines pistes de solutions, certaines initiatives stratégiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des grands experts qui travaillent jour après jour à améliorer toute la condition de l'eau et notre écosystème. Donc, pour commencer, on peut peut-être parler de l'innovation et quels sont les enjeux ou les freins, de votre perspective, à l'innovation dans le secteur de l'eau, qui est une industrie qui est importante, qui emploie plus de 10 000 personnes, des dizaines de milliers de personnes ici au Québec, qui est un peu méconnue, si on veut, puis beaucoup pour le consommateur ou l'usager, c'est un peu de la magie. Donc, on ouvre le robinet, l'eau coule, on tire la chasse, ça disparaît. Mais on ne sait pas tout ce qui arrive en arrière de tout ça. Donc, parlons d'innovation, peut-être certaines barrières que vous voyez, puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je peux peut-être me lancer, là. Alors, moi, vu que je suis du côté de la technologie, alors j'ai un point de vue qui est peut-être un peu différent de quand on arrive du côté plus de l'infrastructure. Alors, on a des ingénieurs chez nous, des ingénieurs en logiciel. Un ingénieur en logiciel, ça a la particularité de jamais finir son travail parce qu'il est toujours en train de, il ou elle est toujours en train de commencer quelque chose de nouveau. On est en bêta perpétuelle, on est toujours en essai, on est en bêta. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en technologie, puis c'est même intégré dans notre façon de travailler. On travaille en cycle très raccourci, puis on expérimente. Quand ça ne marche pas, on recommence. Quand on est du côté d'infrastructure, on ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. On ne peut pas expérimenter. On ne peut pas dire, ben, aujourd'hui, je vais construire un pont d'une nouvelle façon, je vais voir s'il tient, puis s'il ne tient pas, ben, je vais essayer quelque chose le lendemain. Ou bien je vais construire une infrastructure électrique ou un aqueduc, puis je vais décider de faire quelque chose de très différent. Donc, il y a un peu cette différence entre ces deux cultures de génie qui ne sont pas les mêmes, même si ce sont deux ingénieurs. Et un des grands défis des dernières années, ça a été de trouver un moyen pour d'aider ces deux personnes-là à travailler ensemble. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Chantal, un autre élément de réponse et ensuite on enchaîne. Bien, en fait, effectivement, nous, la perspective qu'on a au niveau d'un service d'eau aussi important que celui de la Ville de Montréal, c'est qu'au bout de ce qu'on fait, il y a des citoyens. Fait qu'il y a tout le temps la responsabilité importante en termes de santé publique. Et ça, il faut s'assurer que ce qu'on va implanter puis les innovations qu'on va faire vont être capables de s'intégrer, mais on va être capable également d'avoir la confiance dans ce qui a été développé et que ça devienne un outil qui est performant dans l'aide à la décision. Je vous ai dit tantôt d'entrée de jeu, on a 33 milliards d'actifs à gérer. Ce sont des actifs qui ont une durée de vie très, très longue. Alors, il faut profiter des renouvellements pour introduire des nouvelles façons de faire. Et là, effectivement, la jonction, le pont, le gap qui existe entre l'ingénierie et le développement numérique technologique, il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que les gens se comprennent et qu'ils soient en mesure de s'adapter mutuellement pour qu'on soit en mesure là, d'aller vers les technologies plus du futur. Le prochain point, et au niveau de la technologie, je vais demander à Benoît et Nicolas de peut-être répondre. Puis c'est pour bâtir sur le point, Chantal, de responsabilité par rapport à la technologie. Donc, quand on parle d'innovation, on parle d'automatisation, on parle de déléguer certaines tâches humaines aux machines, donc à la technologie. Dans l'aviation, quand le pilote met sur le pilote automatique, tout le monde est confortable avec ça, ou la plupart des gens, parce que ça existe depuis des années, ça a été testé, etc. Dans l'eau, si on s'en remet à la technologie pour tester que l'eau est bonne à boire et que personne ne va mourir en bout de ligne, qui est quand même un enjeu, comment que l'innovation et la technologie est perçue dans l'industrie de l'eau, puis comment vous l'approchez, donc Benoît et Nicolas? Je peux y aller. Ça touche aussi un peu à la première question, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir tout le monde à la même table. C'est-à-dire qu'on a des réalités différentes, puis il faut s'asseoir avec les gens des municipalités, puis
c'est un mot qui est beaucoup utilisé, mais il faut co-développer ces outils-là pour être sûr qu'on répond à une inquiétude. Puis nous, c'est quelque chose qu'on a rencontré assez rapidement. Comme je disais, on développe des modèles de prédiction de la qualité de l'eau qu'on utilise à certains lieux de baignade. Fait que le modèle est utilisé pour dire est-ce que l'eau est sécuritaire ou non. Fait que est-ce qu'on envoie des gens dans l'eau. Fait qu'il faut démontrer que cet outil-là est sécuritaire. Donc, il faut s'asseoir ensemble, il faut prendre le temps. Ça peut prendre du temps des fois de dire, prendre un été, prendre du temps, puis de montrer que c'est sécuritaire puis qu'on peut l'utiliser. Mais aussi, il faut changer la façon qu'on discute. Par exemple, pour nous, on développe un modèle d'intelligence artificielle. On a plein de métriques complexes pour dire est-ce que notre modèle est bon ou pas. Mais quand on s'assoit avec les gens qui l'utilisent, ce qu'on se rend compte, ce qui est important pour eux, c'est de dire est-ce que je vais envoyer des gens dans l'eau, à quelle fréquence les gens vont se baigner alors que l'eau est sécuritaire. Donc, il faut vraiment, je pense, discuter pour comprendre, puis il y a de l'éducation à faire là-dedans. Puis il y a aussi une mise en confiance. Puis au niveau de l'intelligence artificielle, il y a une déclaration de Montréal qui a été faite qui est vraiment intéressante au niveau de c'est quoi l'intelligence artificielle responsable, comment on peut s'assurer d'aller vers là, parce qu'en tant qu'industrie, il faut aussi se réglementer puis se donner des balises, comment donner confiance en ce qu'on fait, ce qui est un enjeu. Puis c'est tout le monde qui doit le faire ensemble, je pense. Ouais. Puis présentement, dans les usines de filtration, il y a déjà beaucoup d'automatisation. Il y a des boucles de contrôle. Il y a plusieurs usines de filtration qui vont opérer sans personnel pendant la nuit puis qui vont continuer à produire de l'eau potable. Donc, c'est pas comme si on part de zéro. Les gens sont habitués à l'automatisation. Et à la limite, on peut toujours stopper le traitement de l'eau. Pour l'eau potable, on a des réservoirs en sortie d'usine qui, normalement, t'offrent plusieurs heures. Et tu peux toujours te faire envoyer après ça un courriel pour dire qu'il y a une alarme. Donc ça, c'est peut-être le grand défi de nos jours. On est capable de recevoir des alarmes d'une vanne et là, on est submergé d'informations. Sans faire de jeu de mots. Oui. Juste un élément. Oui, Chantal. En fait, un élément important dans tout ce qu'on dit, c'est la qualité de la donnée qui va permettre de faire développer ces systèmes-là. Et comme municipalité, en tout cas, on génère une grande quantité de données, mais pour qu'on ait des systèmes fiables qui sont développés, il faut qu'on soit en mesure d'avoir tout ce contrôle de qualité-là en amont là, pour qu'on puisse avoir un système qui va donner le résultat qu'on cherche. J'aimerais demander à Simon la prochaine question au niveau de l'industrie. On a parlé des enjeux au niveau de l'environnement, changement climatique, sécheresse, inondation, etc. L'industrie en tant que telle aussi vit des enjeux. Comme beaucoup d'industries, on parle d'inflation, on parle de manque de main-d'œuvre, on parle de chaîne d'approvisionnement, etc., etc., etc. Donc, Simon, au niveau industrie, comment les technologies numériques peuvent vous aider pour adresser certains de ces enjeux-là au niveau de l'industrie? Bien, chez nous, on a senti le besoin d'y aller vers les plateformes numériques parce que c'est bien sûr la tendance, là, mais on vit la pénurie de main-d'œuvre et aussi certains éléments de sécurité et les gens veulent avoir des trucs de plus en plus sécurs. Parlons de la pénurie de main-d'œuvre. Chez nous, il est clair que ça nous affecte. On a beaucoup de contrats qui ont... la distance entre un contrat et un autre, c'est parfois 1000 km. Donc, il faut qu'on puisse gérer à distance. Donc, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé une plateforme en réalité qui vient chercher l'ensemble d'autres plateformes ou de capteurs qui ramènent ça à une centrale et qui viennent analyser pour appuyer l'exploitation. Ce qui fait en sorte qu'on va être capable de réduire notre exploitation peut-être d'une dizaine ou une vingtaine de % sur notre main-d'œuvre. Bon, mais par contre, pour venir un peu au truc que vous disiez tout à l'heure, oui, on appuie sur le pilote automatique, mais les deux pilotes restent toujours en place. C'est pareil dans le domaine de l'eau, parce que la notion de risque, elle est là, et donc il faut aussi se réconforter là-dedans. Par rapport à des obligations contractuelles de santé, mais d'image aussi, parce que c'est tout un enjeu. Alors, ça, pour nous, d'avoir mis en place Helios 360 qui débute, on a 18 villes de connectées, on commence déjà à mettre des protocoles de sécurité, mais comme disait tout à l'heure, on disait qu'il y a beaucoup d'usines qui sont pilotées à distance, ou du moins qui opèrent normalement de nuit sans personne. Effectivement, 90% des installations sont autonomes la nuit. Ça existe déjà. Nous, on vient rajouter une couche par-dessus pour pouvoir avoir des yeux 24 heures sur 24 selon un protocole pour voir les alarmes rentrer puis voir effectivement qu'est-ce qu'on va faire pour gérer les installations sur 24 heures sur 24 pour donner encore plus de sécurité. Donc, l'avantage numérique coupe un peu de main-d'œuvre, bien entendu, mais aussi apporte beaucoup de sécurité 24 heures sur 24, 365 jours par année.
Merci. Je veux revenir, Chantal a parlé des données, puis j'ai demandé à Jean-François. Souvent, en technologie, on dit data is king, donc la qualité, la richesse de la donnée est importante. Peut-être qualifier les données par rapport à l'industrie de l'eau. Chantal dit qu'il y a beaucoup de données dans le secteur. Je pense qu'il y a une culture d'ouverture au niveau de la donnée par rapport aux municipalités, les utilités. Mais si on compare à d'autres industries, je parlais de l'aviation, que ce soit l'industrie de la santé, qui sont très riches en données, quel est l'état des données dans le secteur de l'eau? Jean-François. Oh mon Dieu, c'est une grosse question, ça. Je dirais, si je me fie à ce que je vois, ce qui n'est pas nécessairement tout, je pense qu'il y a une difficulté avec les infrastructures d'eau en général. Alors d'abord, elles sont cachées. Ensuite, quand elles sont là, elles sont là pour 30, 50, 100 ans, sans qu'on veuille nécessairement aller taponner dedans tout le temps. Alors, c'est pas aussi instrumenté que, mettons, les routes peuvent l'être. Parce que pour les routes, là, c'est un peu plus facile de rajouter de l'infrastructure autour. Même là, je ne sais pas si on est super bien équipé en surface. Si on prend l'automobile, je veux dire, une auto a peut-être quelque chose comme 300 semi-conducteurs, puis ça s'en va vers 3000 dans le futur. Alors, il y a des éléments là qui sont hyper instrumentés. Alors, je pense qu'on est encore loin dans les infrastructures, mais peut-être Chantal va me corriger tantôt. Ça dépend aussi disons, de l'importance ou du coût qui est lié à la ressource. Alors, au Québec, le coût de production de l'eau est relativement bas parce qu'on a une certaine abondance. Alors, si on en perd un peu, bon, c'est pas idéal, mais c'est pas la fin du monde. Si on est en Israël, par contre, là, ça, c'est grave parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'eau, puis chaque goutte est très précieuse et elle coûte très cher. Donc, leur réseau a tendance à être beaucoup plus instrumenté. Ils ont tendance à vouloir implanter de la technologie beaucoup plus rapidement pour gérer leur réseau parce que c'est beaucoup plus important de ne pas faire d'erreur à ce stade-là. Alors, je dirais donc, ça varie. C'est pas comme l'eau, c'est pas comme une molécule d'eau, c'est pas comme une molécule de gaz carbonique. Le CO2, qu'on les mette ici, qu'on les mette ailleurs, elle a le même impact sur le climat. Mais la goutte d'eau, à un endroit, peut être beaucoup plus précieuse qu'à un autre, dépendant de son contexte. Et donc, la façon de la gérer avec les données ne sera pas nécessairement la même. Excellent. Puis pour bâtir là-dessus, puis je vois Nicolas qui lève la main, quand on parle de cette molécule d'eau qui n'a pas la même valeur, donc comment qu'on en prend soin, qu'on la protège, ça passe beaucoup par l'innovation. J'aimerais entendre Benoît, Nicolas et Chantal dans cet ordre-là, en termes de chaîne d'innovation, donc l'université, start-up et municipalité, pour parler de quelle est la culture, quels sont les éléments d'accélération en innovation pour protéger cette molécule d'eau, la valoriser le plus possible. Chez Aquaction, la plus grande plateforme d'innovation dans le secteur de l'eau au Canada, on développe des programmes, des moyens pour le faire. Mais j'aimerais entendre Benoît au niveau université, Nicolas au niveau start-up qui l'a vécu, gradué d'Aquaking, et Chantal au niveau de receveur de cette innovation-là. Comment ça s'incorpore dans la chaîne? Au niveau universitaire, je dirais que notre rôle à jouer est de faciliter l'implantation de nouvelles technologies. Et la façon de le faire, c'est de participer à des essais pilotes, d'avoir des étudiants gradués, maîtrise, doctorat, qui peuvent suivre des technologies vraiment à la dernière étape. Donc, pas seulement faire de la recherche avec un grand R, mais aussi du développement, de faire de l'accompagnement jusqu'à la dernière étape. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça rassure beaucoup les clients potentiels de savoir qu'il y a des universitaires qui participent au projet. Ça assure aussi une certaine indépendance. Bon, on est quand même dans un air post-commission Charbonneau, puis tout est plus compliqué d'un point de vue contractuel dans le monde municipal. Donc, avoir des universités qui participent, ça amène aussi ce côté-là de third party qui est favorable. Donc, je pense que c'est un rôle important à jouer. Ça réduit les coûts aussi parce que, bon, on va se le dire, des étudiants gradués, ça coûte quand même moins cher que d'avoir des employés, des techniciens, ingénieurs pour aller faire de la validation de technologie. Ça dépend étudiant en quoi. Oui, c'est vrai qu'en de toute façon, il en manque beaucoup partout. Mais en effet, puis bon, juste pour continuer là-dessus, en effet, c'est super important la place de l'université. Nous, dans les premières années de notre vie, on est allé vers le programme MITAX, par exemple, pour aller chercher des étudiants, aller chercher du support aussi, parce que souvent, des gens qui viennent des technologies, il faut se former dans un nouveau domaine qu'on ne connaît pas nécessairement. Le domaine de l'eau, c'est très complexe, donc ça, c'est vraiment important. Après ça,
la start-up comme un peu entre l'université et la municipalité. C'est sûr que souvent, l'exemple qu'on donne, une start-up, c'est un peu comme un petit voilier, ça change de direction rapidement. Ça, c'est l'avantage. On peut rapidement faire une preuve de concept. Puis la chance qu'on a, en tout cas, de notre expérience au Québec, au Canada, les municipalités sont très ouvertes à l'innovation. Il faut faire nos devoirs, il faut régler un vrai problème. C'est sûr qu'à la base, il faut être capable de proposer une solution, d'avoir une idée qui règle un problème qui est vraiment existant. Mais après ça, les municipalités sont ouvertes à venir à s'asseoir à la même table, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis, par exemple, l'exemple que je donne souvent, comme on l'a mentionné tantôt, nous, on vient du programme Aqua-Hacking. On avait fait un modèle pour la qualité de l'eau à la Ville de Montréal, pour la plage de Verdun. Ça fonctionnait très bien. Puis, c'était un ingénieur de la Ville de Montréal qui est venu nous voir, qui nous a dit « Votre modèle fonctionne très bien. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de similaire, mais pour les bris d'aqueduc, pour identifier c'est quoi les conduites les plus à risque? » On n'avait jamais pensé à ça. Puis c'est ça qui était le début de notre deuxième outil qu'on a développé, qui est maintenant qui est au Québec, en Ontario, comme je disais. Donc, c'est quelqu'un d'une municipalité qui avait un vrai problème, qui est venu nous voir, puis c'est là qu'on a commencé le développement. Donc, je pense que c'est, comme je disais, c'est travailler ensemble, université, municipalité, start-up, grande entreprise, pour être dynamique, avoir des idées, mettre les données ensemble, puis je pense que le potentiel est infini quand on fait ça. Le point de départ pour l'innovation, c'est d'avoir une idée, d'avoir un problème technique à gérer dans le quotidien ou d'avoir un enjeu qui nous prend énormément de temps ou qui dépense beaucoup d'argent. Les bris d'aqueduc était un bon exemple parce que c'est un programme d'investissement qui est à peu près de 180 millions par année. Alors, c'est important pour nous de le rendre performant puis de choisir les bons niveaux d'investissement. Mais le lien que je fais avec la recherche aussi, c'est que nous, au niveau municipal, on a une problématique, on a des opérations. Fait que les problématiques, c'est ce qu'on vit présentement. Avec la recherche, avec les collaborations qu'on a universitaires, c'est qu'on va chercher aussi qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, puis qu'est-ce qu'on va avoir à régler puis à corriger ou les procédés, à quoi ils vont devoir s'adapter. Puis là, c'est là la force aussi de la collaboration entre les entreprises de start-up qui vont être capables d'amener concrètement la capacité à pouvoir analyser ces données-là et donner l'output qui est souhaité, bien, aujourd'hui, mais également dans une perspective de ce qu'on va avoir à faire dans le futur, entre autres pour respecter les nouvelles réglementations et tout ça. Donc, c'est vraiment un triangle là, qui se forme pour qu'on arrive à livrer quelque chose de performant. Si on regarde, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas beaucoup de technologie numérique dans l'industrie de l'eau. Donc, il y a eu une mise à niveau. On peut peut-être parler même de rattrapage dans certains cas par rapport à d'autres industries, pour les raisons qu'on connaît. Mais la question, c'est quel a été le plus grand bénéfice apporté par les technologies numériques dernièrement? On a parlé de certains éléments, mais je lance la question aux 5, voir ça a été quoi le plus grand comme aha moment, comme on dit en anglais, là, grâce aux technologies numériques, de dire ça nous aide vraiment. Mais Chantal, tu dois être. En fait, on a des exemples qu'on utilise présentement. Ça fait un bout, c'est pas nécessairement un exemple super récent, mais on gère énormément d'eau à Montréal. Puis on a tantôt, tu parlais d'infrastructures routières. Nos infrastructures souterraines, c'est comme des autoroutes qui promènent une très grande quantité d'eau. Le réseau à Montréal, il est aux 2/3 un réseau combiné. Ça veut dire que le réseau d'eau usée va collecter à la fois les eaux usées des maisons, mais également les eaux de pluie. Et on a développé depuis plusieurs années un système qui permet de gérer automatiquement les quantités d'eau qui vont être accueillies, le contrôle automatique des vannes qui va nous permettre d'amener la plus grande quantité d'eau possible à la station d'épuration et donc protéger le milieu récepteur en diminuant les quantités d'eau usée non traitées qui sont rejetées au cours d'eau. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est performant, qui nous aide à protéger à la fois le milieu récepteur puis à optimiser les opérations. Il y a beaucoup de contrôle en temps réel. Ça part des systèmes météorologiques. Donc, il y a moyen de l'améliorer encore plus. Parce que j'insiste sur le fait que les infrastructures de l'eau, elles sont déjà construites. En plus grande partie, c'est sûr qu'on en ajoute pour rencontrer certaines nouvelles réglementations, mais il faut qu'on soit en mesure d'optimiser ce qu'on a déjà. Alors, la quantité d'eau, la grosseur de nos conduites, c'est pas facile à grossir. Ça se fait sur un horizon de 100 ans si on veut avoir une réelle différence. Alors, c'est vraiment important d'ajouter ces technologies-là pour être capable de le gérer en temps réel puis d'optimiser ce qu'on a. Si je peux te demander, excuse-moi Simon, je te donne la parole après, mais juste pour contextualiser, parce que il y a probablement des gens dans l'audience ou en ligne qui n'ont pas idée
de la complexité, surtout de la grosseur du réseau de la Ville de Montréal. Donc, si on mettait bout à bout toutes les canalisations qui sont souterraines, qu'on ne voit pas, on conduit, on marche, puis on ne sait pas ce qui se passe souterrainement, peut-être parler de chiffres, l'usine de traitement d'eau, elle se positionne comment mondialement, etc., de la Ville de Montréal. Les conduites, si on met bout à bout les conduites eau potable, eau usée de la Ville de Montréal, on fait aller-retour Montréal-Vancouver. Fait que c'est une grande quantité de conduites linéaires qui sont absolument invisibles pour la population, mais qui sont absolument essentielles. Tantôt, on parlait de la valeur de l'eau. Aller chercher de l'eau individuellement au cours d'eau, ça ne coûterait pas très cher, mais d'être capable de l'amener jusqu'à nos usines de production d'eau potable, la traiter et la redistribuer aux citoyens, la recollecter, ça demande beaucoup d'infrastructures et ça a un coût important. Et donc, au niveau de l'eau potable, on a 6 usines d'eau potable, dont les 2 plus grandes au Canada. Au niveau de l'eau usée, c'est la plus grande station au Canada, mais c'est la 3e au monde. Donc, on a une seule station d'épuration pour l'ensemble de l'agglomération de Montréal. Alors, on traite à peu près l'équivalent de 1 stade olympique par jour quand on est en période de temps sec et 3 stades olympiques par jour quand on est en période de pluie. Alors, c'est beaucoup d'eau qui est traitée en continu. Et tantôt, ça a été dit, on est fortement automatisé. On a très peu de personnes qui opèrent les systèmes. J'ai beaucoup plus de monde qui entretiennent les équipements que de monde qui opère les installations parce que tout ça se fait complètement à distance. Les usines sont toutes automatisées, les vannes, tout se contrôle à distance devant des écrans. Il y a encore plein de place à l'innovation puis à l'amélioration, mais il reste qu'aujourd'hui, on est capable d'opérer avec un personnel assez réduit parce qu'on est fortement automatisé. Merci Chantal. Simon, tu voulais construire sur le point précédent? Oui, la chose qui a vraiment changé entre aujourd'hui, puis on recule peut-être 10 ans, 15 ans, c'est les télécommunications. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le numérique? Bien, le numérique, c'est la data. Il faut aller la chercher, il faut aller la collecter. Donc, le prix du capteur, ce qui a changé beaucoup, c'est le prix du capteur qu'on va mettre à un endroit pour avoir, un exemple, un déversement ou une station de pompage qui va être des fois mis dans un champ, qui va être très loin de la municipalité en tant que telle. Donc, c'est le prix de ramener la donnée à distance qui coûtait cher. Aujourd'hui, il y a l'Aura, il y a le Wi-Fi, il y a le GSM. Et avant, pour avoir une ligne dédiée sur une place, c'était 1 500 $ par point. Dans une petite municipalité, on peut avoir facilement 50, 100, 200 points. D'où c'est que ça n'avait plus de sens au point de vue monétaire de payer 50 000, 100 000, 200 000 pour aller chercher de la data. Alors aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le coût de la télécommunication qui est vraiment faible, qui est beaucoup plus adaptable. On parle de quelques dollars par point, par jour. Et pour les capteurs, qui a vraiment aussi diminué, les capteurs dans l'eau sont devenus de plus en plus accessibles à des coûts vraiment intéressants qu'on peut équiper une municipalité pour 50 ou 100 000 $. Puis là, on a tous les points, puis on est capable de gérer à distance. On est capable de ramener le numérique pour pouvoir le comprendre puis avoir des actions dessus. Oui, en général, la donnée te permet d'abord de faire des choses en temps réel, donc de réagir rapidement, là, comme ce que tu as évoqué tout de suite. Ça peut te permettre de baisser tes coûts parce que si tu as un protocole de traitement qui est basé sur des informations qui sont toujours vieilles de 48 heures, bien là, tu dois surtraiter l'eau parce que tu n'es pas sûr exactement ce qui rentre ou il sort. Mais si tu as de l'information en temps réel, bien là, tu peux t'ajuster en temps réel et ça te permet de t'ajuster. Alors, il y a ça. Puis ensuite, il y a le côté prédiction aussi. Alors ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas nécessairement il y a 10 ans, mais de prévoir avec des données en temps réel ce qui va se passer dans 2, 3, 4 heures, dans 12 heures, dans 24 heures. C'est ça qui permet une plus grande efficacité. Et je vais bâtir là-dessus, puis je veux faire quelque chose en temps réel qu'on n'avait pas prévu de faire sur le panel. Donc, on a besoin de données dans ce cas-là. Je vais vous donner les données. C'est un bon point. Donc, voici les données. Je vous donne une baguette magique et vous n'avez aucune contrainte de budget, de réglementation, de main-d'œuvre. Donc, tout est ouvert. Donc, un monde presque parfait. Et la question, c'est quelle serait votre vision ou l'utilisation des technologies numériques au bénéfice de l'eau? Si vous pouviez imaginer quelque chose de magique avec cette baguette-là que je vous donne, ça ressemble à quoi?
Est-ce que la baguette, elle permet de changer l'esprit des politiciens aussi? Parce que, si c'est le cas, c'est toute une baguette magique. Regarde, moi, puis c'est juste généralement, là, je pense que si on avait plus de transparence entre les coûts et les prix qu'on charge pour certaines choses, je suis sûr que Chantal ne va pas vouloir s'avancer sur la taxation de l'eau puis ces choses-là, mais en général... Je peux te donner les coûts, par exemple. Ça, je peux Ouais, te les donner. Je vais vous les donner dans 2 minutes. Oui, mais il n'y a pas vraiment de lien entre ça. Puis ça crée une distorsion dans notre façon de consommer, puis de consommer l'eau, puis de gérer les infrastructures. Il y a vraiment une déconnexion importante. Et je ne dis pas qu'il faut que tout le monde paye 300 $ par mois pour l'eau, mais ce n'est pas normal que dans une ville comme ici, quand tu as une piscine, tu ne payes pas nécessairement plus cher que si tu n'en as pas. OK? C'est pas normal. Alors, je pense que si j'avais une baguette magique, c'est par là que je commencerais. Puis, avec cette information sur le prix et le coût de l'eau, il y a beaucoup plus d'investissements qui se feraient en innovation dans ce domaine-là. Parce que pour le capital de risque, c'est vraiment compliqué de décider comment investir dans un domaine où il y a très peu de visibilité sur comment l'argent circule, puis comment les subventions fonctionnent, puis c'est tout public, mais c'est dans des fonds consolidés, puis machin chose, là, c'est vraiment complexe. Alors, pour moi, le prix permettrait une transparence qui pourrait stimuler l'innovation. On parle de prix. Alors, à Montréal, vous consommez, chacun d'entre vous, l'équivalent d'à peu près 970 litres par personne par jour. Produire toute cette eau-là, traiter les eaux usées, ça nous coûte 2,90 par mètre cube. Donc, 29 sous le litre. C'est pas cher. Mais ce que vous payez présentement, c'est 90 sous le mètre cube. Donc, vous payez 9 sous le litre. Alors, l'eau est largement sous-financée. Et elle est fortement prise pour acquis. C'est quelque chose qu'on a absolument besoin. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction des enjeux de financement, mais en même temps, je ne suis pas très forte sur les baguettes magiques. Vous avez demandé, ça serait quoi la baguette magique? Pour moi, il faut quand même le faire de façon très structurée. Fait qu'il y a 3 grands... Développer des outils qui vont nous permettre d'être en contact avec la population, qui vont nous permettre de donner des informations qui vont vous permettre de pouvoir vous mettre en action puis de contribuer à ce qui va soit réduire les coûts, ce qui va faire une différence. Ça, c'est un des éléments pour moi importants. Optimiser ce qu'on a déjà. Donc, produire de l'eau quand même si c'est moins coûteux que d'acheter une bouteille d'eau au magasin, il en demeure pas moins qu'il faut la produire. Donc, optimiser nos infrastructures, mais également ce que ça nous coûte. Fait qu'on a une tonne de projets là, qui pourraient voir le jour comme réduire nos coûts d'électricité en optimisant notre pompage. Parce que tantôt, on a parlé, on a des réservoirs sur la montagne, mais en dessous de la montagne, pour approvisionner la ville en eau potable. Alors, tout ce mécanisme-là de pompage en continu qui remplit les réservoirs, qui les revide au cours de la journée, il y a moyen d'aller chercher des économies. Puis ces économies-là, pour moi, bien, pourraient être réinvesties en innovation pour qu'on soit en mesure de faire d'autres projets. Il faudrait qu'on arrive à pouvoir avoir cette boucle-là et donc d'être vraiment capable, après, de prédire. On en a parlé beaucoup, là, mais il faut qu'on se donne des objectifs clairs. Là, nous, on s'est donné une feuille de route en matière de gestion de l'eau pilotée par les données. Il nous reste à faire la cartographie de toutes les initiatives, mais on ne peut pas se garrocher partout. Il faut y aller de façon vraiment structurée, puis avancer là où ça serait le plus payant à court terme. On est tout de même comme ville pris avec une responsabilité d'infrastructures qui sont déjà en mauvais état. Alors, on n'a pas le choix de prioriser ceux-là, mais il faut qu'on arrive à se dégager. Moi, la baguette magique, ce serait de pouvoir me dégager cette marge de manœuvre-là pour être capable d'introduire des éléments d'innovation à tous les projets, puis qu'on regarde vraiment dans une perspective là, de qu'est-ce qui peut être développé pour avoir plus pour notre argent. Moi, je vous dirais, j'avais une baguette magique pour pouvoir régler bien les problèmes. Je pense que ça commencerait par le financement des écoles. Ça commencerait par le financement de nos universités. Et je vais vous donner juste mon exemple personnel chez nous.
Dans le domaine, il nous faut des techniciens de l'eau. C'est réglementer notre métier. Okay? Pour aller sur les usines, il faut absolument qu'il y ait une carte de compétences. Aujourd'hui, au Québec, on a à peine 100 finissants dans le domaine de l'eau. Et sur les 100 finissants, probablement que seulement 75 vont rester dans le domaine de l'eau parce que les autres 25 autres vont en choisir pour aller vers d'autres secteurs d'activité qui sont connexes, mais qui ne sont pas directement liés. Et on a des départs à la retraite, probablement de l'ordre de 300, 400. Donc, il y a un gros gap. Et aujourd'hui, on n'a seulement que 2 écoles permanentes au Québec, celle de Saint-Laurent, celle de Vaudreuil, plus 4 cégeps qui font, on va dire, de l'appoint de formation de personnes au chômage. Mais on n'a pas de chômage. Donc, il n'y a personne dans ces écoles-là. Donc, il y a 100 personnes qui sortent, il y en a 400 qui manquent. D'ici 10 ans, il va manquer 2000 techniciens de l'eau au Québec. Alors que nous, aujourd'hui, cette année, Groupe Elios, 50 de notre main-d'œuvre va être française. Alors, c'est bien, on les adore. Par contre, on sous-finance et on sous-finance nos écoles dans le domaine de l'eau. En France, c'est 40 écoles. Chaque année, j'en visite 20 pour promouvoir l'immigration au Québec. Et on va chercher des jeunes. Et c'est pareil pour les universités. C'est pareil. On n'a pas notre savoir-faire. On a un gros savoir-faire à aller chercher. Puis si on veut aider notre industrie, si on veut aider nos villes, les groupes Elios et les chercheurs, il faut avoir des écoles dans le domaine de l'eau comme M. Barbeau. Puis il faut les financer, puis il faut les promouvoir. Ça, si on ne fait pas ça, il n'y a rien qui va avancer et on va donner notre savoir-faire à d'autres pays. C'est ça qui est en train de se passer. Si j'avais un rêve, on en a parlé un peu au début, en tout cas moi, c'est quelque chose... je pense qu'une chose qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, quelles vont être les conséquences des changements climatiques sur les ressources en eau. Donc, on pense à augmentation des événements de pluie, on parle d'augmentation des surverses, qu'on parle d'augmentation de la température, cyanobactéries, les algues bleues-verts. Donc, je pense que la technologie a un rôle à jouer là. Dans ça, on parle de modèle prédictif. Donc, être capable de mieux entrevoir ça va être quoi les défis de demain. C'est sûr que les défis sont grands aujourd'hui, mais être capable d'entrevoir où agir puis quoi faire pour être capable de dire comment on s'adapte pour arriver là. Parce que je pense que les défis en termes de qualité de l'eau, de quantité de l'eau vont être très grands. On n'a pas encore la magnitude de ce qui va arriver. Puis je pense que moi, ça serait mon rêve un peu d'aller à ce niveau-là. Puis juste donner un exemple, on avait fait une étude courte aux États-Unis sur la qualité de l'eau dans les lacs américains. On avait développé un modèle de qualité de l'eau. Puis on avait mis des scénarios de changement climatique dans le modèle prédictif pour voir comment ça allait changer. Puis, évidemment, il y a des limites à ça, mais ce qu'on avait observé, c'est que dans un horizon 20 à 30 ans, à 50 ans, le nombre de lacs qui allaient devenir non baignables, c'était des milliers de lacs au niveau des États-Unis, puis ça, c'était dans un scénario de changement climatique moyen. Donc, il y a des choses qui vont changer, puis on les comprend mal encore. Donc, je pense que ça, il y a de l'effort à mettre là, mais c'est un grand chantier. Mais ça serait mon rêve pour le domaine de l'eau. Benoît? Peut-être juste avant d'y aller avec mon idée baguette magique, que j'ai 12 étudiants gradués, aucun Québécois, tous des étudiants internationaux. Le 3/4, selon mon expérience, vont devenir des citoyens canadiens suite à leur passage à Polytechnique. Donc, on est vraiment une grosse porte d'entrée sur l'immigration. Maintenant, pour mon idée baguette magique, moi, je suis spécialisé en traitement de l'eau potable. Chantal mentionnait 900 quelques litres de consommation par personne par jour. Évidemment, on ne boit pas tout ça. Combien on en boit? Quelques litres par personne par jour. Il y a des attentes énormes en termes de qualité d'eau et ces attentes augmentent avec le temps à tel point que ce que je vois, c'est que ça va devenir complètement... écoutez, ce ne sera pas réaliste de penser à faire de l'eau ultra pure alors qu'une bonne partie de cette eau-là, c'est pour faire alimenter la chasse d'eau de la toilette. Donc, ce que je vois dans le futur, c'est le développement de technologies et de traitements domestiques plus sophistiqués que ce qu'on a présentement. Parce qu'un des gros défis, c'est que les traitements domestiques, ils sont à peu près tous mal exploités, mal entretenus. Donc, c'est un très gros défi. Mais bon, je pense que c'est dans l'avenir, il va y avoir une plus grande demande pour ce genre de technologie-là et leur développement serait assurément un avantage. Ça soulève tout un paquet de questions parce que c'est sûr que ça va entraîner des inéquités sociales. Qui va avoir le moyen de se payer ce genre de technologie-là à la maison? Donc, on va augmenter l'inéquité sociale par rapport à l'accès à l'eau potable, probablement. Pour construire, on va revenir à technologie numérique, sujet de notre panel. Donc, plusieurs bons points qui ont été mentionnés. On consomme 900 quelques litres par jour.
Les Nations unies travaillent sur un standard de 50 litres, peut-être 100 litres, mais entre 50 et 100 litres par personne par jour à travers le monde. Je veux juste préciser mon chiffre. Le 970 litres par personne par jour, c'est ce qu'on produit divisé par le nombre de personnes. Fait que l'estimé de consommation, on n'a pas de compteur d'eau au niveau des maisons à Montréal. Fait que c'est tout basé sur des estimés. Fait que là, on est plus autour de 375, je pense, litres par personne par jour consommés. C'est beaucoup quand même, parce que là, vous êtes sur les 50. Oui, probablement un des plus grands consommateurs dans le monde. On a parlé de main-d'œuvre, on a parlé, Jean-François parlait de transparence au niveau de prix, etc. Prochaine question. Comment qu'on incite les jeunes et moins jeunes, mais ceux qui s'intéressent aux technologies numériques, de s'investir dans ce domaine-là, de rendre l'industrie de l'eau sexy et que les gens disent « Hey, c'est tellement important, moi je vais développer une app, je vais développer un système qui nous permet d'avoir la transparence, je vais développer un système de meilleur compte, etc., etc. » Fait que, au nom de l'industrie de l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider toutes ces solutions technologies numériques à embrasser le secteur de l'eau pour répondre aux enjeux qu'on vient de parler? Je lance la question, 30 secondes, 40 secondes maximum, on fait un tour de table. Bien, juste rapidement, une réponse très simple. C'est une partie de la solution, mais je pense qu'on a parlé, les données ouvertes sont pour moi là-dedans une clé, c'est-à-dire, puis les villes en font beaucoup, puis après ça permet de... Nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Il y avait des données ouvertes, ils étaient là, on dit, on va essayer de régler un problème, on prend les données, on les met ensemble, puis on voit ce que ça donne. Fait que je pense que d'avoir un donné, ça amène les genres de hackathons, ces genres de compétitions-là, ça amène des gens à comprendre, il y a vraiment des problématiques dans le domaine de l'eau, il y a des données, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que pour moi, la donnée ouverte, c'est une partie de la réponse, mais ça aide à créer un peu d'engouement à ce niveau-là. Moi, j'ajouterais données ouvertes, nettoyer. Si quelqu'un pouvait nettoyer les données avant de les mettre à disponibilité, parce que mon expérience, c'est que si je vous donne des données telles que prises, des données brutes des villes, c'est quasi inutilisable. Ça prend quelqu'un qui connaît ça. Ça nous prend une usine de traitement de données. Mais là, la baguette magique, c'était l'autre question. Puis le bout qui est en amont de tout ça, c'est que les gens soient plus conscients des défis qu'on a au niveau municipal, puis de ce qu'on veut solutionner. Parce que c'est beau d'avoir des données, il faut qu'on sache en quoi elles pourraient nous être utiles. Fait que c'est pour ça, tantôt, on a commencé comme ça. Il y a vraiment deux mondes qui doivent se parler pour arriver à trouver les solutions. Puis ce point de contact-là, d'avoir une meilleure connaissance de ce qui devrait être fait, puis c'est quoi les enjeux, je pense que c'est une clé pour que les développeurs puissent après développer. Moi, je pense qu'il y a un défi en éducation, là, puis c'est comme un pendule, et ça revient tout le temps, puis c'est dans tous les domaines, c'est est-ce qu'on se spécialise ou est-ce qu'on devient généraliste? Puis là, j'ai une fille là, qui est en troisième année de génie logiciel. Je ne vous rapporterai pas les commentaires qu'elle me passe sur les autres genres d'ingénieurs, OK? Parce qu'il y a toutes des clics d'ingénieurs, puis ils ont tous des noms de comment ils s'appellent les uns les autres, OK? Alors, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, on est rendu à un stade de spécialisation qui est peut-être pas hyper productif. Peut-être ce serait le fun d'avoir un peu plus de mélange, un peu comme on parle de faire des mélanges de classes sociales au cégep ou ailleurs, mais pour que les gens comprennent la réalité de l'autre. Et là, peut-être que l'ingénieur en logiciel va être plus intéressé de travailler sur un projet qui est lié au transport ou au reste. Mais là, pour l'instant, ça reste quand même des silos, et puis c'est pas toujours facile de faire des ponts entre ces différents domaines. Il nous reste quelques minutes. L'eau est un droit ou un bien commun collectif. L'innovation est un sport d'équipe, donc je me dois demander l'audience. S'il y a des questions, on va prendre une ou deux questions de l'audience. Oui, bonjour, merci pour votre témoignage. Alors moi, je viens de la France et je suis aussi dans l'innovation de l'eau et j'ai vu les grands défis chez nous, c'est plutôt l'efficience. Et cet été, on a compris que l'eau, c'était pas inépuisable. On a eu vraiment, on commence à avoir enfin un peu de conscience en France que l'eau est un vrai sujet. Mais moi, je voulais vous demander, parce que vous êtes quand même très gâtés sur le côté eau au Québec, c'est quoi vos grands défis, les grands défis que vous avez à résoudre? J'ai vu qu'en Amérique du Nord, c'est la vétusté de leur réseau, par exemple. Mais vous, c'est quoi? Parce que vous avez de l'eau, vous avez la qualité de l'eau, vous avez beaucoup de choses. Je peux peut-être prendre cette question-là, si vous me permettez, au nom d'AquaAction. Oui, on a beaucoup d'eau, mais on a de grands enjeux. Et l'eau, vu qu'il n'y a pas de substitut, peut disparaître très rapidement. On regarde la rivière Colorado aux États-Unis. En 17 ans, la rivière s'est asséchée.
On regarde les grands lacs qui alimentent le fleuve Saint-Laurent, qui représentent 40% de notre bassin d'eau douce pour le Québec, peut disparaître. Donc, c'est une question de pérennité dans notre cas. Et il ne faut pas oublier, le Québec est un grand territoire, 50 fois la grosseur de la France en termes de superficie. On a des communautés éloignées, les Premières Nations, qui ont des enjeux d'accès d'eau potable, et on a des réels enjeux. Donc, des fois, je dis que l'abondance est un peu une utopie ou un mirage au Québec, parce que oui, on a beaucoup d'eau, mais de plus en plus au mauvais endroit, au mauvais moment et en mauvaise qualité. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Une petite peut-être une toute rapide. dernière, oui. Rapido. OK. Une des barrières principales à l'innovation, c'est le fait que les grands donneurs d'ordre, comme la Ville de Montréal, ont tendance à spécifier des processus dans leurs appels d'offres et non des obligations de performance. Et ça crée des barrières aux nouvelles façons de faire. Est-ce que la Ville de Montréal, comme très grand donneur d'ordre, fait un effort à ce niveau-là? Oui, puis je vous dirais, dans les exemples qui ont été donnés aujourd'hui, il faut partir, quand on parle de projet d'innovation, on ne peut pas nécessairement aller dans... Quand on est dans des grosses infrastructures, il faut qu'on soit certain d'avoir quelque chose qui est approuvé puis qui va fonctionner sur le terrain. Fait que la clé, pour moi, elle réside dans collaborer avec les entreprises pour faire des projets puis faire des démonstrations de projets en amont à plus petite échelle pour que ça grossisse puis qu'après, ça soit démontré comme efficace. Mais oui, il y a certains appels d'offres. On travaille sur différentes options d'appels d'offres, mais au niveau d'introduire l'innovation, il faut vraiment s'assurer qu'on a quelque chose qui va être fonctionnel parce qu'il y a un élément sur lequel on ne va jamais faire de compromis, c'est l'aspect de qualité d'eau de ce qu'on produit parce qu'il y a un citoyen à l'autre bout, puis notre responsabilité de santé publique, elle est importante, puis on ne mettra jamais ça compromis. Donc, merci beaucoup. J'aimerais remercier notre panel, Benoît, Nicolas, Simon, Chantal et Jean-François. Merci beaucoup. J'aimerais remercier l'audience aussi. Merci. Et encore un gros merci à notre modérateur, Simon Olivier. Merci.